permis de faire quelques ajustements de calendrier, donc tout va bien. Mes chers collègues, nous poursuivons donc nos travaux avec l'audition de l'association Région de France, représentée par Éric Chal, conseiller régional d'Île-de-France. Le Sénat a décidé de la constitution d'une commission d'enquête dont l'objet est de travailler sur la libre administration des collectivités territoriales et le financement de services publics de proximité et de la transition écologique. Ce type de formation entraîne un certain formalisme juridique. Et avant de vous donner la parole, je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14, 434-15 du Code pénal. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Merci. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt. Monsieur Chal, nous allons donc vous donner la parole pour une intervention d'environ 10 minutes, et puis ensuite il y aura des questions des collègues, du rapporteur bien sûr, que je salue, et des membres de la commission. Mais avant de vous donner la parole, je donne la parole à notre collègue Thomas Dossus, qui est le rapporteur et qui va vous présenter les axes de travail de notre commission d'enquête. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le conseiller régional, mes chers collègues. Oui, on a lancé cette commission d'enquête puisque bon, les collectivités territoriales, toutes les collectivités sont évidemment notre cœur de métier, que ce soit les régions, départements, communes. Mais depuis quelques années, depuis quelques décennies, elles ont été progressivement privées de leurs ressources et petit à petit s'est installée une forme de recentralisation, ou en tout cas les leviers fiscaux ont peu à peu disparu pour les collectivités, et à cette perte de levier se sont ajoutées des obligations, des dépenses obligatoires qui ont été un peu tirées par le haut, notamment le vieillissement de la population, l'inflation, etc. Et puis s'ajoute à ça des nécessaires investissements, que ce soit dans la transition ou selon les compétences de chacune des collectivités. Et donc, il nous a semblé important de voir un peu chaque type de collectivité, comment elle percevait la situation suite notamment à une séquence budgétaire qui a été assez compliquée pour les différentes collectivités. Alors, les régions étaient moins peut-être vocales, on va dire, sur le dernier PLF, même s'il y avait un certain nombre de contraintes qui ont pesé sur les régions. Mais on a besoin aussi de voir votre point de vue. Et donc, un questionnaire vous a été transmis. Et puis, on va échanger après vos propos liminaires sur la situation pour les régions. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je vous propose peut-être d'aborder le sujet de la manière suivante, en exposé en deux temps. D'abord, l'analyse de l'érosion des finances des régions, parce que comme vous l'avez dit, on ne l'a peut-être pas dit assez, on est aussi moins nombreux, hein, avec 13 régions métropolitaines et 17, ça fait moins de voix. Et puis notre analyse des raisons pour lesquelles notre panier de ressources devient aujourd'hui problématique. Et puis peut-être qu'ensuite nos préconisations et les autres sujets, on pourra les aborder en format questions-réponses. Voilà. Alors, mais en préambule, toutefois sans obérer ma conclusion, je souhaiterais partager avec vous une réflexion. Tout ce que je vais dire, vous le savez déjà par cœur, on ne va pas se mentir, surtout sous serment, entre les commissions d'enquête, les missions d'information, les projets de loi de finances, toutes les orientations et l'ensemble des rapports qui ont été déposés depuis maintenant une quarantaine d'années, on sait grosso modo ce qu'on va dire. Une partie d'entre vous est déjà absolument convaincue, et peut-être qu'une autre partie se dira que finalement, dans le lot des malheurs des collectivités, les régions en ont peut-être un tout petit peu moins. Et puis alors dans ces cas-là, je redoublerai d'efforts pour vous convaincre que c'est beaucoup plus complexe que ça et que nous avons besoin, nous aussi, de ces subsides. Et puis, une fois qu'on aura partagé ce constat, on se dira qu'il faut que l'État soit plus sincère, qu'il faut qu'on trouve un système de compensation de charges, de compensation croissante, dynamique dans la durée, qu'il faut de la sincérité dans le panier de ressources et faire tout ça de manière dynamique, bien entendu. Et puis, une fois qu'on aura dit ça, aujourd'hui, nous avons une dette publique qui est de 3 300 milliards. On a un déficit public qui est de 155 milliards. Et immédiatement, dans les mois qui viennent, il va falloir qu'on trouve 50 milliards. Alors, qui peut imaginer que l'État, d'un seul coup, alors qu'il est plus exsangue que jamais,
entendrait pour la première fois depuis 40 ans cet appel à la totale sincérité dans les compensations. Alors comment sortir de ce cycle sans fin ? Je pense qu'il faut absolument rétablir le lien contributif entre nos citoyens et les collectivités, pour que chacun comprenne ce que signifie le service public. D'une certaine manière, je crois que la situation dans laquelle nous sommes, nous, collectivités vis-à-vis de l'État, c'est un peu la même que nos concitoyens vis-à-vis des collectivités. Je m'explique. Dans les faits, nous ne levons pas réellement l'impôt. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas jugés sur notre capacité, le caractère parcimonieux de nos dépenses. On peut être très vertueux, notre région l'est, on peut faire des efforts budgétaires, mais ce n'est pas là-dessus que nous serons jugés. En revanche, nos concitoyens voient nos réalisations. Ils voient nos investissements. Et c'est là-dessus que l'efficacité d'une région va être jugée. Donc notre problème principal, c'est cette décorrélation entre le lien contributif et l'action. Et si on veut s'en sortir, il faut permettre réellement, et je ne veux pas déflorer le suite de nos échanges, mais c'est le seul chemin, c'est la question de l'autonomie fiscale des collectivités territoriales. C'est à ce prix-là que nous pourrons sortir de ce cycle sans fin. Moi, je ne me suis pas engagé en politique pour quémander de l'argent à l'État. C'est pour agir, et je pense que vous avez absolument tous eu le même état d'esprit lorsque vous êtes engagé en politique. C'était pour faire pour nos concitoyens et pas commencer par se demander comment aller récupérer des recettes fiscales, parfois au détriment de notre collectivité. Alors, je vais faire ce premier point sur l'érosion des finances des régions, parce que beaucoup de choses peuvent être dites et parfois de manière inexacte. Tout d'abord, il serait trop simpliste de résumer notre situation au coup de rabot, tout massif qu'il fut, de la dernière loi de finances. La Cour des comptes l'avait rappelé d'ailleurs devant votre haute assemblée. La catégorie la plus impactée de collectivités, la plus impactée par la crise sanitaire, ça a été les régions, pour la bonne et simple raison que nous sommes directement liés au développement économique, l'activité économique, et quand l'activité économique s'est arrêtée, on s'est retrouvé pris en cisaille. La deuxième raison, c'est que les régions ont été les seules qui n'ont pas bénéficié d'un dispositif de soutien de la part de l'État. Et la troisième, c'est qu'à l'issue de cette crise sans précédent, en 2021-2022, les régions n'ont pas retrouvé les ratios financiers qui étaient les leurs avant crise, ce qui n'est pas le cas des autres échelons de collectivités. Je reviendrai tout à l'heure les raisons qui nous semblent l'expliquer. Alors on a nos augmentations de dépenses inhérentes. D'abord les dépenses d'investissement et puis ensuite les charges de fonctionnement. Les dépenses d'investissement, elles ont augmenté significativement depuis 2019. Pas parce qu'on est dispendieux, parce que les collectivités, les régions ont joué pleinement leur rôle dans la totalité des différents plans de relance. Au premier rang desquels, la stratégie bas carbone. J'ai bien conscience que votre commission d'enquête angle en partie ses travaux sur cette dimension. J'aurai l'occasion d'y revenir puisque c'est une mission centrale des régions. Depuis 2019, on a augmenté nos dépenses d'investissement de 35%. En gros, on est passé de 9 à 15 milliards, si on veut simplifier et enlever les décimales. Vous pourriez vous dire que cette situation des régions n'est donc pas si critique si on a réussi à monter en puissance d'1 milliard par an depuis 2019. En réalité, comme je vous l'ai dit, ça s'inscrit dans nos différents plans de relance auxquels nous participons dans le cadre de nos relations avec l'État. Et que tout ça est encore très en deçà des objectifs, parce que si on veut tenir la stratégie bas carbone, en réalité, il va falloir qu'on monte encore de 2 milliards par an jusqu'à 2030. Et quand je vous dis qu'on a réussi à tenir le rythme d'1 milliard, vous voyez qu'on est à un tiers des temps de passage qui devraient être les nôtres. Toutes régions confondues en moyenne, bien entendu. J'estime, on a 1 milliard et j'estime à 2 milliards les besoins supplémentaires. Voilà. À 2 milliards le besoin supplémentaire, donc en fait, on est au tiers du chemin. Alors, les objectifs, par définition, sont très ambitieux. C'est souvent le cas. Mais il faut avoir en tête, c'est pas moi qui le dis, il y a une étude, il y a quelques mois, de la I4CE et la Banque Postale, qui estimait à 11 milliards pour l'ensemble des collectivités. Et dans ce ratio de 11 milliards, nous estimons en région de France que la part imputable aux régions est encore de 2 milliards supplémentaires. Après, donc, parallèlement à ces dépenses d'investissement qui augmentent pour les raisons qu'on vient de se dire, on a l'augmentation de nos charges de fonctionnement. Et ce n'est pas du seul fait de l'inflation. On a évoqué l'inflation tout au début, vous l'avez mentionné, ce n'est pas le seul sujet. Il y a aussi les décisions de l'État qui s'appliquent mécaniquement, et c'est bien logique, directement aux collectivités locales. Je ne vais pas vous faire un inventaire à l'après-vert, ce n'est pas inutile, vous le connaissez par cœur, mais ça regroupe la révalorisation salariale, 120 millions d'euros par an, les péages ferroviaires, la trajectoire financière qui progresse plus vite que l'inflation. On est sur du 1 milliard, 2 milliards même quasiment maintenant.
Les formations sanitaires et sociales, 200 millions. Les charges financières liées à la forte hausse des taux, 300 millions. Le FEDER et la rémunération, la revalorisation annuelle de la rémunération des stagiaires de formation professionnelle sur l'inflation depuis 2022. Tout ça, nous devons le mettre en œuvre. Ça signifie que nous avons ces hausses de dépenses d'investissement, ces hausses de charges, et parallèlement, nos recettes n'ont pas réellement évolué. Pourquoi ? Parce qu'elles ont progressé de 6%, mais sur cette période, l'inflation, elle, a été de 16%. Donc on est dans une réelle atonie de nos recettes. Il y a deux raisons. Il y a une raison structurelle et une raison conjoncturelle. La raison structurelle, c'est le fait que nos ressources propres sont principalement les cartes grises et la part variable de TICPE. Et par définition, ce sont des recettes carbonées, et notre stratégie vise à réduire la part de la voiture et la part carbone. Donc mécaniquement, structurellement, ces recettes des régions vont commencer à décroître. Parallèlement, on a une situation et un déclin qui est conjoncturel, c'est celui de notre très grande dépendance, je reviendrai à cette notion de très grande dépendance, à la TVA, dans notre panier de ressources. Dans notre panier de ressources, la TVA, les fractions de TVA, c'est 55%. Et comme on est très dépendant, je vais revenir à ce problème des fractions de TVA, on a mis tous nos œufs dans le même panier, on se retrouve avec cette difficulté parce qu'aujourd'hui, il y a une atonie de la consommation et il y a une très grande variabilité du coût de nos ressources. Et c'est très dur de les prévoir. Parce que taxe de résidence, on imagine bien à peu près combien on peut toucher à la fin d'année, mais une taxe qui est simplement indexée sur la consommation, tout ça est évidemment très variable. Donc on est pris dans un effet ciseau. D'un côté, l'augmentation des dépenses et des charges. De l'autre côté, une baisse des recettes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'épargne, sur laquelle on a tapé d'abord, l'épargne brute des régions, elle a chuté de 8% depuis le 2019. C'est une baisse de 500 millions. Alors les premières années après Covid, les régions ont pu puiser dans leur épargne. Et puis on est arrivé à une situation, comme je viens de vous le dire, ce déclin est structurel, où progressivement, on a dû recourir à l'emprunt. Et l'encours de la dette, aujourd'hui, depuis 2019, a progressé de 35%. 35%, ça veut dire que notre capacité de désendettement, elle s'est dégradée de 58%. On est passé de 17 à 27 semestres. 4 ans et 1 trimestre, et aujourd'hui 6 ans et 3 trimestres. Puisque c'est le sens de votre commission, je réponds donc à cette question. Oui, effectivement, c'est un impact direct sur notre capacité d'investissement. Immédiatement, cette année, ça représente l'ensemble des mesures cumulées, ça représente une baisse de 7% des investissements régionaux par rapport au BP 2024. Et ça a un effet collatéral sur l'ensemble de l'économie. Je ne vous apprends pas, vous le savez, il y a d'ailleurs simultanément en Salmonnerie, puisqu'on s'est trompé, on m'a envoyé en Salmonnerie une commission d'enquête sur la commande publique. Les collectivités, la commande publique, c'est 6% du PIB, les collectivités, c'est 2/3, les régions, c'est 20% de ça. Ça veut dire que lorsqu'il y a un problème justement sur l'investissement des régions, c'est immédiatement un point de PIB qui devient vacillant. Donc même si vous nous entendez moins le dire à haute voix, c'est l'ensemble de l'économie derrière qui se retrouve pris en situation de vacillement pour les raisons que je viens d'évoquer. Et puis il y a la stratégie bas carbone. Je ne reviens pas sur ce que je vous ai déjà effleuré tout à l'heure. On a cet objectif. Il faut, si on veut tenir les temps de passage, il faut qu'on monte de 2 milliards supplémentaires par an jusqu'à 2030 nos investissements. Aujourd'hui, on est à 1 milliard, donc il faudrait en réalité qu'on ait porté l'ensemble de l'effort à 3 milliards par an. Et tous les signaux que je viens de vous donner donnent le sentiment qu'on sera plutôt en repli. Voilà ce que je voulais vous dire pour la situation d'érosion de nos finances. Alors, comment on l'analyse ? Je ne vais pas vous embêter avec des chiffres trop précis, même si je vous ai promis que je ne le ferai pas, et je viens de le faire, mais je vais en faire beaucoup moins là. Comment est constitué le panier de ressources des régions ? Les régions, c'est 39,5 milliards de ressources. 5 milliards de fiscalité locale ou territorialisée, dont les cartes grises représentent la part essentielle pour 2 milliards. 2 milliards sur ces 5 milliards, sur un ensemble de presque 40 milliards. La fiscalité transférée, c'est 23 milliards. Donc près de 60% de nos ressources. Et la fraction de TVA pèse pour 16 milliards. Et 7 milliards pour la TICPE. Ce qui veut dire qu'on est pour ces deux taxes, nous sommes sur 23 milliards. Et les concours de l'État, soit dit en passant, ne représentent que 2 milliards sur les 40. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de libre administration ? Alors si on se réfère à la notion de ressources propres au sens de l'article 72 de la Constitution, de la loi organique et de la doctrine constante du Conseil constitutionnel, je vous dirais que tout va bien. Tout va bien puisque l'autonomie financière des régions est de 74% aujourd'hui. Elle a même été au moment du Covid à 78%. Mais vous savez comme moi qu'autonomie financière, ce n'est pas autonomie fiscale. Et en réalité, nous sommes l'échelon de collectivité qui a la plus faible autonomie fiscale, puisque, en fait, à part les cartes grises, nous n'avons plus rien. Et les cartes grises, c'est 7%.
Ça représente 7%. Et encore, sur les cartes grises, je tiens à vous préciser qu'on a un taux plafond de 60 € et que 5 régions ont déjà atteint ce taux plafond. Donc la marge de manœuvre, en réalité, elle est infinitésimale sur la seule taxe qui nous reste avec un pouvoir de fixation du taux et de l'assiette. J'en viens donc précisément à ces deux taxes, carte grise et part variable de TICPE. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des taxes qui ont un rendement qui va appeler à décliner. C'est une bonne chose, c'est le sens de notre action. Mais pour autant, structurellement, ça va décliner. C'est notre premier problème. Le deuxième est lié à ça. C'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas être schizophrène, mais ces deux taxes sont des taxes carbonées. Donc la mission des régions, c'est quoi? Principalement, aujourd'hui, c'est de participer fortement à la décarbonation. Par tout ce qu'on fait, par le renouvellement, par la rénovation de nos bâtiments, des lycées, évidemment par notre réseau de transport. Toute notre stratégie, elle est de sortir de l'ère du tout-voiture et d'avoir le meilleur réseau de transport alternatif qui soit. Et au fur et à mesure que nous menons en place cette politique, les ressources dont nous disposons pour pouvoir la mettre en œuvre se réduisent au fur et à mesure de l'efficacité de notre action. Donc c'est absolument fou. Raison pour laquelle, sans déflorer ce que je vous dirai tout à l'heure dans nos échanges, nous préconisons de sortir de ce système où on ne peut pas être dépendant d'une taxe dont le but est la mort. Hein. C'était Alain Madelin qui disait la mort de mon objectif dans le ministère, c'est la mort de mon ministère. Et on est un petit peu dans cette stratégie un peu surprenante. Donc, il faut qu'on règle ce problème. Et nous, à Région de France, on demande dans le panier final de sortir les cartes grises et les assises sur l'énergie, parce que ça n'a absolument aucun sens. On dit souvent qu'il faut corréler la ressource avec la politique publique, mais là, c'est exactement l'inverse. On n'est pas simplement décorrélé, on est en contradiction totale. Je viens au point le plus important, c'est notre très forte dépendance, je le suggérais au début, à la TVA. La TVA, les fractions de TVA, c'est 55% de la part de nos ressources propres, de nos recettes de fonctionnement, pardon. Et comme nous sommes totalement, très largement dépendants de cette taxe et qui par ailleurs a un rendement incertain et difficilement prévisible d'une année sur l'autre, ça donne de grandes difficultés de prévision pour les régions pour bâtir leur budget. Et c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, nous préconiserons une plus grande variété dans le panier de ressources des régions pour ne pas être dépendant de cette taxe. Surtout que j'ajoute que la difficulté de prévoir, elle n'est pas simplement pour nous, elle est aussi pour l'État. Je vais vous donner deux exemples. En 2023, la TVA a progressé de 2,7%. Dans la LFI, on tablait sur une prévision de 5,1%. Elle a été de moitié. L'année suivante, en 2024, la TVA a progressé de 1,15% et la LFI tablait sur 4,8% de progression. Donc on était moins de la moitié. On ne peut pas faire des prévisions comme ça. Alors vous pourrez me dire, est-ce qu'on peut compter sur l'État pour nous informer dans les délais? Là, Bercy n'a pas forcément joué le jeu non plus, parce que nous avons su a posteriori que dès avril 2024, la prévision de 2024 était abaissée à 3,2 points, alors qu'elle a été in fine à 1,5 sans que les régions ne soient informées avant qu'on lise, comme tout le monde, le rapport de prévision. Donc j'y reviendrai, mais il faut absolument qu'on ait un panel un peu différent. Et puis, je n'épiloguerai pas sur le rabot de la dernière loi de finances. Vous le savez, vous êtes parlementaire et vous l'avez voté, en tout cas, vous êtes prononcé dessus. Et tout ce sujet est largement connu. Voilà les choses que je voulais vous dire en préambule sur l'analyse réelle de la situation de l'érosion des finances des régions et donc notre capacité d'investissement d'une part, et d'autre part, les difficultés que nous avons identifiées aujourd'hui dans notre panier de ressources tel qu'il est constitué. Merci beaucoup. Pardon. Merci beaucoup pour cet état des lieux, en tout cas assez clair et plutôt limpide. Vous n'avez pas, en petite question, puis une question un peu plus large, vous n'avez pas évoqué le nouvel outil qui a été voté quand même sous ce PLF sur le versement mobilité région? Tout à fait. C'est un outil qui n'a pas été forcément bien... Enfin, en tout cas, tout le monde ne l'a pas utilisé, mais... Vous n'en avez pas parlé dans les... Alors, j'en ai pas parlé, tout ça pour vous dire, parce que j'allais le garder comme exemple dans nos échanges, pour vous dire que ça allait dans le bon sens. Et que justement, pour en venir à ce qu'on souhaite faire, nous, à Région de France, on plaide... Pardon, je vais prendre les choses du coup dans cet ordre-là. Éric Woerth a fait l'année dernière un excellent rapport. Il y a eu un certain nombre de choses, mais ce rapport a été passé quasiment directement aux oubliettes, avec la dissolution qui l'a suivi de 15 jours, que je rappelle, et l'ensemble du rapport est passé dans la tornade de la dissolution. Mais dans ces préconisations, il y avait un certain nombre de choses qui rejoignaient très exactement ce que les régions de France demandaient, et que par ailleurs se retrouvaient aussi dans des rapports
de la Cour des comptes. Ça consiste en 3 points. 1, rester sur les impôts nationaux existants. On ne va pas créer de nouveaux impôts. 2, partager ces impôts nationaux avec les collectivités locales, en ayant un partage par strate, donc un vrai partage de l'impôt, avec possibilité pour les collectivités de fixer les taux. Et troisièmement, corréler cet impôt, tant qu'à faire, avec une politique publique que doit mener l'échelon. Pour nous, pour les régions, c'est l'impôt sur les sociétés. Alors ça existe, et c'est pour ça que finalement je le gardais pour là, parce que je veux dire que ce versement mobilité, que nous avions déjà depuis 1 an à la région Île-de-France, en l'occurrence, puisque ça faisait partie des négociations qu'on avait à l'époque pour les JO, et qui donc a été étendu aux autres collectivités. Ce versement mobilité va tout à fait dans le bon sens, puisqu'on est très exactement dans une part où une collectivité peut fixer le taux, l'assiette, et c'est d'une politique directement liée à, enfin, une ressource qui est directement liée à une politique qu'on met en œuvre. Alors, on ne va pas non plus faire des sauts de cabri, ça va dans le bon sens. Ça reste quand même un frémissement. Ça reste un frémissement parce que le pouvoir de fixation du taux est limité à 0,15%, que le rendement national du versement de mobilité, si tout le monde se mettait au plafond, on serait à 500 millions. Donc on est très très loin de la CVAE, il y a encore quelques années, où on était sur un rendement de 10 milliards pour les régions. Là, on est à 5% de ça, puisqu'on est sur 500 millions. Donc il ne faut pas non plus aller trop loin, mais ne boudons pas notre plaisir. Ce versement mobilité a au moins un intérêt, c'est d'avoir ouvert la voie et montrer qu'on peut aller dans cette direction. Et c'est précisément ce que nous souhaitons faire et généraliser. C'est ce que vous cherchez quand vous parlez de rétablir un lien contributif, c'est ce type de levier que vous cherchez. Exactement. On pourrait, vous savez, dans un monde idéal, on pourrait se dire qu'il serait absolument formidable que chaque échelon de collectivité ait son propre impôt, sa propre taxe. Je crois d'ailleurs que c'est une question ou une proposition qui a été abordée dans des auditions précédentes. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, si on voulait vraiment mettre en place un système comme ça, aussi pur, il faut se méfier parfois de la pureté idéologique, il nous faudrait déployer immédiatement 70 milliards. Je ne crois pas qu'on ait la possibilité aujourd'hui de pouvoir basculer 70 milliards sur de la fiscalité locale. Alors évidemment, ce ne serait pas 70 milliards d'impôts nouveaux, puisque ce serait par ailleurs des impôts qu'on ne prélèverait pas d'une autre manière. Mais cette formule à la fois simple et séduisante me semble en réalité très complexe à mettre en œuvre. Il y aurait un chemin. En fait, si on voulait la mettre complètement en œuvre, il faudrait, je vais prononcer un mot qui fait sens dans votre haute assemblée, un acte 3 de la décentralisation. Si on avait un acte massif de décentralisation, qu'on avait les transferts de compétences massifs vers les collectivités, et qu'à ce moment-là, les collectivités se retrouvaient à avoir des ressources nouvelles, on pourrait avoir un grand soir des recettes des finances locales, trouver mécaniquement, et ce serait bien naturel, ces 70 milliards d'euros, et trouver la manière de les affecter. Mais je vais vous donner un exemple. Vous avez auditionné, dans le cadre de l'AMF, au titre de l'AMF, je crois, Jean-François Vigier, il y a quelques semaines. Jean-François Vigier a fait un rapport, parce qu'il est par ailleurs conseiller régional d'Île-de-France, il a fait un rapport à Valérie Pécresse. Ensemble, ils ont fait une saisine. La région Île-de-France, je sors de mon chapeau, de ma casquette région de France pour vous parler de notre région, la région Île-de-France a été la première collectivité à se saisir de la loi 3DS, avec cette disposition sur le droit de saisine qui a été adoptée à l'initiative du Sénat dans la réforme. Et on s'en est saisi, on a saisi l'État sur une demande de transfert de 45 compétences. On se doutait bien que l'État n'allait pas signer en bas et nous donner immédiatement les 45 compétences qu'on demandait. Pour autant, une fois qu'on a passé la très belle photo du remise du rapport avec la ministre, on n'a pas eu une lettre ou une réponse, ne serait-ce que sur l'une des 45 demandes. Ni même une explication de la raison pour laquelle l'État nous disait que ce n'était pas forcément le moment et qu'il ne donnerait pas suite à notre demande. Donc on en est loin de cet acte 3 de la décentralisation. Mais je suis profondément girondin. Si on pouvait arriver à ça, j'en rêverais. Je rêverais qu'on puisse avoir une décentralisation puissante et qu'à ce moment-là, on puisse avoir ces taxes. En attendant, soyons pragmatiques. La vraie question, c'est d'avoir une part d'autonomie fiscale. Et je pense que l'autonomie fiscale, ce sera cette voie étroite entre un simple transfert aujourd'hui de fiscalité nationale sur lequel nous n'avons aucun pouvoir de fixation des taux de l'assiette, ou le grand soir qu'on vient d'évoquer. Entre les deux, c'est ce partage de l'impôt. On l'a fait sur le versement mobilité. Je pense que c'est la bonne voie. Pour les régions, ce serait un partage de l'impôt sur les sociétés. Je peux le dire dès maintenant si vous le souhaitez. Et ce serait corrélé
à nos besoins. Ce serait corrélé avec une logique de développement économique. Si on part sur une fraction de l'impôt sur les sociétés qui va sur les régions, à hauteur à peu près de 10 milliards, et qu'on prend la moitié de la SFE, on est sur 3,5 milliards. À ce moment-là, on a un transfert, on rend de la TVA, on rend les cartes grises, on rend la TIPCE, et on a quelque chose qui est très intéressant parce qu'on a un panier qui est à la fois dynamique, qui est corrélé avec notre politique. On intéresse les régions au développement économique, c'est quand même le sens de notre action et de notre travail, et on n'est pas dépendant d'une seule ressource. Voilà ce que nous défendons. Si je devais ne conserver qu'une seule idée auprès de vous ce soir, ce serait vraiment ce partage de l'impôt, et en le fléchant plus spécifiquement l'impôt sur les sociétés. Merci. Encore une question, parce que vous l'avez un peu évoqué, et on tourne autour un peu avec les différentes strates de collectivité, c'est la relation avec l'État, sa sincérité ou son insincérité. Comment vous voyez-vous un rapport plus sain, en tout cas, entre l'État et les collectivités, pour éviter qu'à chaque budget, ça devienne le psychodrame et la montée en tension, puisque l'État essaye d'équilibrer son budget avec des coups de rabot ou d'autres ponctions? On l'a vu avec l'exemple que je vous ai donné sur la TVA. On a des prévisions dont je ne vais pas dire qu'elles sont insincères, mais quand chaque année, les prévisions de croissance de TVA, d'augmentation de TVA est diminuée de moitié, on se doute bien qu'il y a quand même une logique d'équilibrage du budget. J'ai mis le conditionnel, mais à force, on est quand même obligé de se poser la question. Vous pointez du doigt un sujet à mon sens essentiel. Et d'ailleurs, je regarde le président, je crois que vous êtes membre du comité d'orientation, du conseil d'orientation des retraites, le COR. Je crois qu'on devrait essayer de tendre vers la création d'une instance de cette nature. On a le CFL, on a des instances de dialogue entre l'État et les collectivités territoriales. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment que ces instances de dialogue ressemblent plus à ce qu'il n'y a pas de meilleur dans le dialogue social entre le patronat et les syndicats. L'État serait le patron et les collectivités seraient les syndicats. Moi, je crois au dialogue social profondément. Je ne crois pas toujours à la manière dont il est mené en France. Et pour les collectivités locales et l'État, c'est à peu près la même chose. Si on avait une nouvelle instance qui se substituait aux existantes, un nouveau CFL, je ne vais pas l'appeler comme ça parce qu'évidemment, on aurait l'impression que c'est la même chose, mais qui serait construit un peu sur le même modèle que le corps, avec une instance vraiment pluraliste, où on pourrait débattre, discuter et se mettre d'accord sur les chiffres et sur le chiffrage. À ce moment-là, on pourrait avancer. Parce que cette instance-là, je ne vais pas parler à la place du président, il sait mieux que nous si finalement le corps, pour l'instant, aujourd'hui fonctionne bien, est une bonne chose. Mais en tout cas, le projet initial du corps, j'ai envie de croire que c'est ce vers quoi on devrait essayer de tendre. Et si on avait ce système-là, on pourrait partager l'information, on pourrait partager les trajectoires, on aurait plus de prévisibilité, on pourrait dialoguer en amont au lieu de le faire au moment de la constitution des lois de finances, où parfois on va se retrouver dans une situation où chacun va essayer de se défendre et puis quitte à oublier un peu le voisin. Et essayons de construire ce dialogue apaisé entre l'État et les collectivités. Et je crois que si on tend avec un partage de la ressource et donc de l'autonomie fiscale, ça simplifiera aussi les choses. Plus chacun sera autonome, moins on sera obligé de se regarder en chien de faïence et d'essayer de se demander combien l'autre va me prendre ou combien je vais demander à l'autre. Pardon, je suis un peu prosaïque dans ma manière de le formuler, mais voilà mon sentiment. Merci pour la qualité de l'exposé. D'ailleurs, les collègues ont des questions. Moi, j'en ai une. Merci aussi pour la proposition d'avoir une tranche de l'impôt sur les sociétés. Elle est donc assise sur la capacité de développement des régions et de la région. Ça pose alors la question de la péréquation. Donc, quel regard portez-vous sur la péréquation horizontale, la péréquation verticale, et qu'est-ce que ça pourrait impliquer comme nouvelle péréquation, un tel impôt? Alors, je vais donner la parole aux collègues, comme ça vous pourrez répondre à toutes les questions en une fois. Bernard Buis a demandé la parole. Ah non, bon, alors, Marie-Claude, pas encore, je croyais. Qu'est-ce qui a demandé la parole alors? Oui, ah oui. Jean-Raymond. Non, je voulais rebondir Laurent, effectivement sur cette... et puis après Jean. Donc sénateur de la Somme, oui. Vous avez cette histoire de péréquation, effectivement, parce que on voit bien que de 2009 à 2019, je dirais, les régions étaient contentes d'avoir, leurs recettes à travers le dynamisme de la TVA.
et qu'effectivement 2020 a été une rupture qui fait aujourd'hui qu'on se rend compte que la TVA n'est peut-être pas forcément tous les ans aussi dynamique que l'on l'avait imaginé. Et donc il y a cette problématique. Autant, je dirais, les régions étaient contentes d'avoir cette fraction de TVA. Aujourd'hui, évidemment, il y a un petit peu de surprise et d'inquiétude. Des parts d'impôts par rapport aux recettes, par rapport aux compétences, ça me paraît quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que ça relie encore, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les territoires aux compétences des collectivités. Donc, est-ce que vous pensez éventuellement de recréer carrément, je dirais, par collectivité, par strate de collectivité, un impôt qui correspond véritablement aux compétences de chacune des collectivités, le social pour les départements, l'économie, pour faire simple, à la région, et puis, j'allais dire, les aménagements autres par les communes, en tout cas de ce qui est de la proximité. Et puis, cette question fondamentale, c'est la péréquation. Quand on voit les différences qu'il peut y avoir aujourd'hui entre collectivités dans les recettes issues des recettes propres, des dotations propres faites par le gouvernement, notamment aux communes, quand on regarde que ça va parfois de 1 à 10 par habitant, on peut se poser des questions sur comment on peut réguler cette péréquation entre collectivités. Et je parle bien de la péréquation horizontale qui pose toujours plus de problèmes parce qu'évidemment les riches ont du mal à se séparer de leurs recettes et que les pauvres sont très attirés par pouvoir en tirer un certain profit des territoires les plus dynamiques. Et si on veut de l'aménagement du territoire, ce qui est quand même la responsabilité des élus locaux et notamment des départements qui ont cet équilibre territorial à respecter, quelles seraient éventuellement les possibilités que vous imaginez dans ce cas? Merci. Jean-Raymond Hugonet. Merci, Monsieur le Président. Oui, moi, ce sera très, très simple. Quand j'entends parler de fiscalité par niveau de collectivité, étant donné notre bon pays et son millefeuille, je prends peur. Et ma question est peut-être un peu taquine. Ne pensez-vous pas quand même qu'avant de parler de grand soir, il faudrait parler justement de la réduction du nombre de strates dans notre pays, et que les deux qui ont le vent en poupe, même si elles ont leurs problèmes que vous avez brillamment exposés, que sont les régions et les intercommunalités qui sont poussées outrageusement, quelles que soient les majorités dans notre pays depuis des lustres, est-ce que vous ne pensez pas que ça commencerait par un petit toilettage et que là, on trouverait réellement des économies très claires? Christian Rodon. Oui, merci pour ces propos. Moi, je reviens effectivement sur la notion de péréquation, mais aussi sur la dynamique de la fiscalité, puisqu'il s'agisse, enfin, des ressources, qu'il s'agisse de TVA ou d'impôts sur les sociétés, ils sont la conséquence du niveau d'activité l'un comme l'autre. Et la région, je la vois plutôt, moi, comme un levier pour accompagner, pour initier. Là, on a plutôt l'impression qu'elle subit. Donc, qu'est-ce que vous imaginez comme moyen qui serait plutôt incitatif que subi en quelque sorte? Et puisque l'IS, il peut varier au même titre que la TVA en fonction, du niveau d'activité, bien sûr, de la performance des entreprises, mais aussi de certaines dispositions décidées par l'exécutif ou par d'autres acteurs. Et un deuxième volet, alors on déborde un petit peu des questions pures de recettes et de charges, mais concernant donc notamment cette dynamique que peuvent apporter les régions dans le soutien à l'économie, l'accompagnement des projets, et notamment le lien avec l'artificialisation et une loi qui a été longuement débattue au Sénat, qui est donc la loi climat résilience et la loi Trace. Comment vous abordez, ce nouveau contexte et quelle est votre position sur le sujet? Je suppose qu'on y serait peut-être venu par la suite, mais c'est un sujet qui m'importe. Merci beaucoup. Je redonne la parole pour les réponses. Merci, Monsieur le Président. Beaucoup de questions. Est-ce que je les prends dans l'ordre? Je réfléchis, pardon, excusez-moi. Est-ce que je les prends dans l'ordre ou est-ce qu'il y a une forme de cohérence qui se dégagerait? Je vais peut-être... je vais pas les prendre dans l'ordre. Je vais essayer de les faire... la forme de cohérence, entre guillemets, que ça pourrait avoir. Et du coup, je vais ne pas répondre, vous en doutez, à votre question sur y a-t-il trop de strates de collectivités territoriales. Je viens représenter les régions de France, je ne suis pas là pour parler des autres. Pour autant, sans botter en touche, dans une vie antérieure, j'ai été le promoteur du conseiller territorial.
j'étais au cabinet du président de la République à l'époque, et je avais soufflé la proposition du conseiller territorial. Quelle était l'idée à l'époque? Conseiller territorial qui n'est pas celui, je parlais du rapport Woerth tout à l'heure, qui n'avait rien à voir avec celui qui a été adopté qui était proposé par Eric Woerth, puisque le principe du conseiller territorial de l'époque, ne pourrait plus fonctionner aujourd'hui parce qu'il ne pouvait exister que dans les cadres des petites régions. Et parce qu'avec les très grandes régions, c'est plus possible, parce que sinon il y aurait trop de conseillers territoriaux. Voilà, exactement. Mission Bayer illustrait ça. Et sinon, avec maintenant les très grandes régions, à 12 ou 13, il n'y a plus de sens. On arrivait à une espèce de ligne de fuite quasi impossible à partir de 8 départements par région. À partir du moment où on est arrivé à des régions à plus de 8 départements, ce conseiller territorial n'existait plus. Mais quelle était la philosophie de ce conseiller territorial à l'époque? C'était de ne pas trancher la question de la suppression d'un échelon. Il y avait une mode à l'époque qui était de dire il faut absolument qu'on supprime un des deux. Et c'est né comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait le président du groupe, Jocelyn Doran, qui était président du groupe RPR à l'époque, non pardon, du groupe UMP, il y avait été les deux, qui, dans une réunion avec le président de la République, lui a expliqué que c'était plus possible, tout le monde était d'accord, il faut qu'on supprime un échelon. Et le président Nicolas Sarkozy avait expliqué à l'époque, je dis très bien Jocelyn, lequel? Parce que moi, je ne sais pas faire. La commune, c'est l'histoire. Le département, enfin, pardon, la commune, c'est la proximité. Le département, c'est l'histoire. Et la région, c'est le futur, c'est le développement économique. Tu supprimes lequel? Et quand on a commencé, si vous voyez un peu la personnalité qui pouvait être celle de cet ancien président, l'idée de sortir d'une réunion en disant je ne sais pas faire, il est descendu du pupitre et en disant à ses collaborateurs trouvez-moi une solution. Et c'est là qu'a germé l'idée du conseil territorial. Et le conseil territorial, c'était justement de ne pas trancher la question en disant si on a un problème d'enchevêtrement des compétences, d'enchevêtrement des financements, on ne va pas simplement le régler en supprimant un échelon. Parce qu'il y a des tailles de collectivités qui sont parfaites pour certains types de politiques publiques et d'autres qui ne le sont pas. Le département, si on supprimait la région, pour les politiques de transport, ça n'a aucun sens. C'est beaucoup trop petit. Et à l'inverse, les régions d'époque, c'était déjà presque trop petit pour une politique de réseau ferré et de transport. Et donc je pense que la question de suppression de l'échelon n'était pas la bonne approche. Donc nous, on s'était posé à l'époque la question pas de la suppression des élus, mais de la synergie des élus. Si vous avez un même élu, représentant d'un même territoire, qui va siéger indifféremment au conseil départemental ou au conseil régional, à ce moment-là, cet élu peut porter, sans être schizophrène, les mêmes politiques publiques à un échelon et à un autre. C'était le sens du conseil territorial de l'époque. Mais la même personne qui, à l'époque, vous disait que c'était une bonne idée, vous dira aujourd'hui, droit dans les yeux, que je n'y crois plus. Non pas que je pensais m'être trompé en le suggérant en 2007, mais les grandes régions, on ne va pas revenir sur les grandes régions, même si l'Alsacien d'origine que je suis pourrait de temps en temps avoir une larme sur la disparition du mot dans l'échelle des régions, même si on a une très belle collectivité départementale. Mais ça n'a plus de sens aujourd'hui. Voilà. Donc, mon idée, enfin, pardon, je crois qu'il n'y a plus d'échelon de collectivité qui vous dirait qu'il faut absolument tendre vers une suppression. Il faut rationaliser, mais la bonne politique publique, c'est celle qui est au plus près du territoire en fonction de la taille du territoire. J'ai conscience que ça a l'air de manquer d'ambition de le présenter comme ça, mais plutôt que de supprimer un échelon, je crois vraiment que posons-nous la question de la synergie des compétences. J'en reviens du coup à l'autre question, c'est pour ça que je saute d'un point à un autre. Vous, monsieur le sénateur, vous m'interrogez auparavant sur des impôts plus clairement affectés aux différents échelons de collectivité, parce que ça permettrait justement de clarifier et de savoir qui fait quoi. Oui, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, ce serait la situation idéale dans un monde idéal si on pouvait avoir maintenant immédiatement les compétences pour chacune adaptées et d'absolument chercher à les corréler. Comme je vous l'ai dit, en l'état actuel des choses, si on n'a pas un nouvel étage, un nouvel acte de décentralisation, je vois mal comment on pourrait trouver les 70 milliards qu'il nous faudrait de répartition. Donc en attendant, en gardant la même ambition, la même volonté de trajectoire de partage de l'impôt, je crois qu'on devrait aller sur cette logique de partager les impôts nationaux existants, on n'en crée pas de nouveaux. On donne aux collectivités, à chacun des trois strates, la possibilité d'avoir une fixation des taux sur des impôts existants, et chacun a un pouvoir sur l'une des trois. Pour les régions, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, je n'y reviens pas, ce serait plutôt pour l'impôt sur les sociétés. Et pour les autres échelons de collectivité, ce seraient des taxes qui seraient plus adaptées et plus en conformité avec les politiques elles-mêmes, notamment bien entendu en matière sociale. Mais je crois que mon rôle n'est pas de dire pour les autres échelons de collectivité ce qu'ils devraient faire. Je citais
le rapport d'Éric Woerth en vous disant à quel point je trouvais qu'il y a des bonnes choses dedans. Eh bien, les chapitres précédents et les chapitres suivants donnent des pistes pour les départements et les communes qui me semblent tout aussi de bon sens que ces préconisations communes que nous avons pour les régions. Vous m'avez interrogé sur la péréquation. Alors là, je vais avoir un problème. Je ne vais pas me retourner avec l'équipe de Région de France parce que je vais essayer de ne pas être schizophrène parce que j'ai 2 hémisphères dans mon cerveau et les 2 résonnent différemment. Et je vais avoir l'honnêteté de vous dire que je viens ici représenter Région de France. Donc, je vais vous dire la position de Région de France, mais je vous m'autoriserai quand même en tant qu'élu de la région Île-de-France à apporter une nuance sur ce que je vais vous dire et vous en ferez ce que vous en voudrez, bien entendu, comme par définition dans la liberté de commission d'enquête qui est la vôtre. D'abord, nous sommes très attachés au principe de la péréquation. Je ne dis pas ça pour la forme, mais nous y sommes vraiment. À partir du moment où nous demandons, et je vous disais tout à l'heure que Girondins, nous demandons et nous souhaitons plus de compétences pour les collectivités et qu'à la région Île-de-France, nous avons fait cette saisine pour en avoir 45 nouvelles, on est favorable à plus de compétences. Ça signifie quoi? Ça veut dire évidemment de la péréquation, parce que sinon c'est la loi de la jungle. Si on n'a pas une péréquation horizontale, si les régions sont en compétition et les collectivités sont en compétition les unes contre les autres, c'est plus le finance locale, c'est plus un jardin à la française, c'est une jungle. Si tant est que c'était un jardin à la française aujourd'hui, c'est plutôt le labyrinthe du Minotaure. Voilà la situation. Alors, si on avance vers la préconisation que je viens de formuler, à savoir avoir une part d'impôt sur les sociétés. Évidemment, à partir du moment où c'est corrélé sur les territoires, il y a des régions qui sont plus dynamiques que d'autres. Le rendement va être différent, surtout si on a une part territorialisée de cet impôt sur les sociétés. Donc il faudra trouver les mécanismes. À ce moment-là, il n'y aura pas le même rythme. Et donc le besoin de péréquation, il sera évidemment important. Et là, même à la région Île-de-France, on en convient. D'ailleurs, c'était le cas dans le cadre de la CVAE, qui était beaucoup plus inégal que le rendement qu'aujourd'hui de la TVA. Et donc, il y avait plus de péréquation. Aujourd'hui, au titre de Région de France, je vous dirais que le système actuel est satisfaisant, puisque justement cette fraction importante de TVA a lissé les écarts, et que, au moins pour la strate des régions, le fonctionnement de péréquation horizontale fonctionne à la Région de France. C'est là que je vais parler avec l'autre partie de mon hémisphère du cerveau. Je vous dirais, sans me retourner, que c'est normal que Région de France pense ça, parce que quand vous avez une collectivité sur les 13 qui supporte à elle seule 97% de la péréquation, il est assez logique que les 12 autres trouvent le système formidable. Quand dans votre commune, dans votre collectivité, vous aurez 3% de la population qui assume la totalité de la péréquation pour les 97 autres, tout le monde trouvera ça génial. C'est inévitable. Et bien sûr, comme je vous le disais en préambule, je ne veux pas avoir l'air de balayer le principe de la péréquation. C'est tout le contraire. Et si je vous le dis, c'est parce qu'aujourd'hui, dans le système tel qu'il existe, pour la région Île-de-France, il y a une péréquation invisible. Parce que la suppression des anciens fonds, le FPRR, le FNGIR, qui a été fondu dans le nouveau dispositif, en fait, ça a été fondu, mais ça n'a pas disparu. Parce que nous, ce différentiel, il existe toujours. Et aujourd'hui, cette année, c'est en péréquation horizontale, pour la région Île-de-France, c'est 1 milliard et 13 millions. Et c'est en progression de péréquation. Je parle indépendamment du reste, 1 milliard. Et c'est en progression de 50 millions à peu près tous les ans. Sur le mandat, on sera à 7 milliards de péréquation. Donc, est-ce que ce système est parfaitement vertueux? Je suis sûr qu'on doit pouvoir essayer de le remettre sur la table. Par ailleurs, on pourrait se poser la question, parce que j'imagine ce que vous pouvez peut-être vous dire, s'il y a 1 milliard de péréquation, c'est que cette région, elle est très très riche. Et que, comme elle est très 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 riche, elle peut payer pour les autres. Mais je ne pense même pas qu'on puisse le dire comme ça, parce que ce n'est pas juste de le présenter comme ça. La région Île-de-France, elle a ses complexités, elle a ses urgences sociales, elle a une démographie en pleine explosion. On a des charges de centralité, parce que nous sommes la région capitale, qui sont considérables. Je vais vous donner un chiffre. En recettes réelles de fonctionnement par habitant francilien, c'est 328 € pour un francilien. La moyenne des régions, c'est 401 €. Donc, quand on se disait tout à l'heure que finalement, ce ne serait pas illogique que la région Île-de-France contribue presque à elle seule à la péréquation horizontale parce qu'elle serait plus riche, même à hauteur d'1 milliard, je pourrais l'entendre si les franciliens avaient en RAF au moins autant que les autres. Mais ce n'est pas le cas. 328 €
par habitant d'Île-de-France pour 401 € en moyenne régionale. Donc le système, à mon sens, et encore une fois, je le précise, je ne parle qu'en tant qu'élu francilien là-dessus, il mériterait d'être vu sur la table. Et il y a le critère aujourd'hui qu'on utilise toujours de PIB régional, de revenus par habitant, et pas le seul qui permet de lire complètement la situation. C'est pas le seul. Il y a d'autres éléments. La recette réelle de fonctionnement, je viens de l'évoquer, c'est un critère. On pourrait avoir des ratios sur plein de choses, et je vais m'arrêter là. En termes de transport, on pourrait prendre en compte la densité du réseau, la longueur du réseau, la fréquentation du réseau. Pour les lycées, on pourrait prendre en compte le pourcentage de lycéens par habitant, ce genre de paramètres qui seraient légitimes de prendre en ligne de compte. Pour la formation professionnelle, on pourrait prendre en compte le critère de pourcentage de chômage à l'échelle de la collectivité. À mon sens, ce sont des éléments qui permettraient de juger plus objectivement si une collectivité est réellement aussi riche qu'on prétend qu'elle le soit. Voilà, pardon pour cette incise pro domo. Merci. Il y avait une question sur le ZAN, sur la façon dont... Trace, pardon, on dit trace maintenant. Oui. C'est ça. Je vais pas forcément. On a des réponses. Pardon, excusez-moi. J'avais éteint le micro. Je ne vais pas répondre à la totalité des. Pardon. Enfin, si, je réponds à la totalité des questions. Excusez-moi, pardon, sur cette but de formule. On a répondu par écrit un certain nombre d'éléments, notamment sur ces politiques. Je ne suis pas un grand spécialiste de nos politiques environnementales à l'échelle de la région. Je ne peux pas vous donner point par point. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la totalité des régions de France aujourd'hui sont totalement mobilisées sur ces questions de transition. Elles le sont à de multiples titres, mais quand vous avez comme deux principaux postes, comme deux principales compétences, les transports et mobilité d'une part et les lycées d'autre part, évidemment, ça, c'est l'essentiel de votre temps. Alors c'est très difficile d'avoir un budget propre vert, de savoir très exactement ce qui relève du vert. Mais nous, nos dépenses, le premier chantier, les deux premiers chantiers d'Europe, je reparle de ma région, les deux premiers chantiers d'Europe, c'est le Grand Paris Express, et c'est en fait les lycées, le marché public des lycées d'Île-de-France. Les lycées d'Île-de-France, c'est plus d'1 milliard par an. Et l'essentiel, évidemment, c'est la rénovation énergétique, c'est ce travail-là. Donc tout ce qui est fait en permanence et dans une logique de verdissement. Donc les régions sont complètement mobilisées, mais c'est parce qu'on ne veut pas être schizophrène qu'on est obligé de lutter là-dessus. J'ai vu, je ne veux pas parler que de la mienne, on a le débat en ce moment sur les cartes grises, j'ai vu que c'est la région Hauts-de-France qui a fait le choix, elle, de ne pas fiscaliser les véhicules hybrides, les cartes grises des véhicules hybrides. C'est un choix vertueux. C'est un choix extrêmement courageux et que, comment dire, je salue. J'ai eu de ce point de vue-là la décision du président de la région Hauts-de-France. Mais vous vous rendez compte que ça nous place dans une situation, encore une fois, je reprends le mot de schizophrénie, où la collectivité doit d'un côté se priver de ressources alors qu'on a très exactement les difficultés dans lesquelles on est, et parallèlement devoir continuer d'avoir ce travail pour mener une politique, en l'occurrence de transition écologique et de transformement des mobilités. Et comme on n'est pas schizophrène, il faut faire un choix. Et le choix, il est forcément mauvais, puisque d'un côté, on se prive d'une ressource, ou de l'autre, on va au bout de la démarche. Donc, félicitations au président de la région Hauts-de-France pour ce choix courageux. Mais à la fin, c'est des recettes. Voilà. Et si on pouvait décorréler les deux, ça aurait plus de sens. Voilà. Pardon. Merci beaucoup. Peut-être quelques dernières questions. Oui, Jean-Raymond. C'est pas une question, c'est juste rebondir, Président, sans vouloir être traducteur de votre partie droite de cerveau, mais étant donné que j'étais au Conseil régional d'Île-de-France pendant quelques années, s'agissant de traces, il ne faut pas oublier que nous n'avons pas les SRADET. Oui. Hein, on est déjà dans le SDRIF, on connaît le Saint-Frusquin déjà depuis des lustres, et ça ne posait pas trop de problèmes en région Île-de-France. On a voté le SDRIFE. On n'a pas la même Pardon, excusez-moi, on n'a pas la même problématique du ZAN que les autres collectivités. Nous, on a déjà un taux d'artificialisation extrêmement élevé. Donc chez nous, on est plutôt dans une démarche inverse de renaturation. C'est d'ailleurs un Essodien, le vice-président Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire de Mency, qui est chargé du SDRIFE. Et ça s'est passé en bonne intelligence. Nous, on est dans une logique de renaturation, on développe les forêts. On n'a pas du tout le problème de pression des autres collectivités de ce point de vue-là. Donc, encore une fois, je ne peux pas répondre, mais merci de m'avoir retiré cette épingle du pied et d'avoir souligné. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur.
Bien, merci de la qualité de Moi, j'ai l'exposé. une dernière chose peut-être, parce que si vous m'autorisez, à moins que Non, vous non, soyez... non, C'est très sur, bien. c'est sur la révision constitutionnelle, puisque du coup, on a l'opportunité ou pas d'une révision constitutionnelle. On n'a pas forcément abordé ce point-là. Mais je voulais, si vous m'autorisez, je peux raconter une anecdote tout à l'heure, mais il se trouve que dans une vie antérieure, j'étais dans cette maison au moment de la révision constitutionnelle de 2003. Il y a des choses qui ont été dites dans une audition précédente, avec beaucoup de talent, un peu d'emphase peut-être, sur la forfaiture du Conseil constitutionnel. Je veux dire que les choses étaient un peu plus complexes que ça à l'époque. Parce que j'ai vécu directement je vois les administrateurs sourire, peut-être n'y étaient-ils pas, en tout cas aux lois ou aux finances à l'époque. Mais d'abord, cette révision constitutionnelle, elle remonte à 2000. S'il y a une proposition de loi du nouveau président du Sénat, Christian Poncelet, qui en avait fait un curseur dans son élection en disant on va défendre la limitation des collectivités. Et il fait adopter par le Sénat en 2000 une proposition de loi constitutionnelle extrêmement ambitieuse où quasiment tout est dit, de choses qui ne figurent pas encore dans la Constitution ou dans les lois, où il est sur la logique de transfert de compensation à l'euro près, de transfert de compétences, aussi sur cette logique de progressivité. Tout est dit à l'époque dans cette proposition de loi. Et il est sur un barème à l'époque de 50%, doit avoir au moins plus de la moitié de ressources propres. Et la notion de ressources propres à l'époque, c'est vraiment de l'autonomie fiscale, hein, pas avec l'évolution. Et ça, c'est le truc, c'est la position du Sénat de l'époque. Jean-Pierre Raffarin devient Premier ministre et décide d'avoir sa révision constitutionnelle au moins aussi ambitieuse que ce texte initial. Et on part tout de suite dans une discussion avec une forme de malentendu. Et pardon, petite incise, à l'époque, on faisait des révisions constitutionnelles tous les 6 mois. C'est pas comme aujourd'hui. Il y a eu entre 1998 et 2007, il y a eu 14 révisions constitutionnelles en 9 ans. On est allé 8 fois à Versailles. On y prenait nos quartiers d'été. Et chaque président de la République ou chaque Premier ministre voulait sa révision constitutionnelle. Alors, on dit parfois que la loi, je ne peux pas le dire aux législateurs, que la loi parfois est bavarde. Je sais que vous en convenez vous-même parfois. Pas vous, mais les députés. Mais à l'époque, c'est la Constitution qui était bavarde. Et donc, il a fallu faire cette révision large de la Constitution. Et donc, on est parti dans ce débat où il fallait absolument mettre des choses noir sur blanc et le graver dans le marbre de la Constitution. On a eu ce débat un peu fou sur part prépondérante, part déterminante. La part prépondérante, on se disait au moins ça va faire semblant de dire qu'on sera à plus de 50%, puisque le seuil c'était 50 pour tout le monde. Mais la prépondérance, c'est 50 sans le dire. On fait croire qu'on l'a dit, mais en fait on le passe pas. Le gouvernement a dit non, on ne peut pas aller au-delà de part déterminante, mais une fois qu'on avait descendu d'un palier, tout le monde avait compris que part déterminante, ça ne voulait rien dire, et que c'était un moyen de rien dire. Et pourquoi la loi organique n'a pas été plus disante non plus? C'est pour ça qu'il n'y a pas une forfaiture du Conseil constitutionnel. Quand on est arrivé à la loi organique, c'était au moment, en 2004, c'était le moment où il y avait les transferts massifs de compétences vers les régions. Il fallait bien que les collectivités aient des ressources pour les financer. Et à l'époque, plus personne se posait la question de savoir s'il fallait absolument de l'autonomie fiscale au sens littéral du terme, philosophique du terme, mais qu'il fallait, c'était des ressources. Donc quand le Premier ministre dit on vous propose une part de TIPP qui est devenue la DCPE, la TIPP flottante, tout le monde était content de la prendre parce que c'était une ressource dynamique. Donc on peut a posteriori se dire le Conseil constitutionnel a simplement validé un accord qui ne figurait pas au PV des comptes rendus du débat du Sénat, mais qui s'était passé en cabinet des ministres et tout le monde était d'accord. Voilà. Je voulais rétablir cet élément-là. Donc du coup, est-ce que c'est absolument nécessaire d'avoir une révision constitutionnelle? J'ai vu que vous aviez adopté une proposition de loi constitutionnelle en 2020, je crois, sur le sujet. Pareil, sur une logique de progressivité des transferts de charges afférentes au transfert de compétences. Intellectuellement, je vous dirais que c'est une chose parfaite. Pour prendre que l'exemple, je termine là-dessus, de la région Île-de-France, pour les lycées, la DRES, dotation régionale d'équipement scolaire, elle est gelée depuis 2008. Elle est gelée à 660 000 euros. 660 millions, excusez-moi, évidemment. Aujourd'hui, nos dépenses, elles sont, toutes régions cumulées, elles sont de 2,7 milliards. C'est 4 fois plus. Donc, bien entendu que je rêverais d'avoir une progressivité. Mais soyons lucides. Quand on aura définitivement inscrit ça dans la Constitution, et je le souhaite, bien entendu, et que l'État sera absolument obligé de compenser en progressivité à l'euro près sur ce levier-là, qu'est-ce qu'il fera? S'il a besoin de mettre un coup de rabot, il le mettra ailleurs. Il le mettra sur un thème. Donc il aura formellement compensé la progressivité des charges d'un côté, et de l'autre côté, il nous aura mis un rabot sur autre chose. Donc
oui, si on pouvait améliorer l'article 72.2 de la Constitution, bien entendu, ce serait une bonne chose. Nous y sommes favorables à la région de France, on l'a écrit dans le livre, notre propre livre blanc des régions en 2022. Mais soyons pragmatiques sur le fait que, comme l'État n'a pas qu'un levier d'action en main, la vraie clé, ce sera celle de tenue fiscale. Puisqu'à partir du moment où on pourra avoir un pouvoir de taux et d'assiette, à ce moment-là, on ne sera pas dépendant des bonnes grâces ou non de l'État en fonction des situations. Merci, c'est une bonne conclusion. Bonne fin de journée, chers collègues, et merci encore pour cette audition. Merci.